Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et oui, cette sublime chanson de Charles Trenet fait partie de notre histoire de France, André Berkoff, qui a longtemps inspiré le monde et éclairé le monde. On va en parler aujourd'hui avec l'historien Dimitri Casali, André. Et je dois dire que Dimitri Casali fait vraiment œuvre extrêmement important. Pourquoi ? Parce que dans un temps, on essaye de dire ouais, ben la France, mais qu'est-ce que c'est rien, petit truc, allez, un confetti de l'Empire, c'est plus ça. Maintenant, c'est l'Europe qui nous intéresse, c'est le monde qui nous intéresse. Et puis la France, il n'y a pas de culture française, on dit certains. Il n'y a pas d'histoire de France, on dit certains. Non, l'histoire de France, c'est nous qui la faisons aujourd'hui. Et le passé, mais vous savez très bien, du passé, faisons table rase. Eh ben, voyez, lui, il nous apporte, Dimitri Casali, beaucoup de plats, beaucoup de mets, beaucoup de vins, beaucoup de boissons qui ont fait l'histoire de France. L'histoire de France, si on ne se réfère pas, c'est pas au passé, à la sève, à la structure, à la colonne vertébrale qu'a fait ce pays depuis 1500 ans, on ne comprend rien à rien. Et vous racontez dans ces 100 dates de l'histoire de France, Dimitri Casali, le droit de l'homme, laïcité, esprit des Lumières. On va en parler longuement avec Céline Alonso et avec vous, bien sûr. Et oui, quelles sont les grandes dates de l'histoire de France qui ont fait le monde ? Comment notre pays est devenu celui de la liberté ? Comment il est devenu la capitale mondiale des arts et des lettres ? Eh bien, réponse dans un instant avec Dimitri Casali. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, celle du vieil Hugo tenant de son exil, les enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille. Ma France. Jean Ferrat qui déclare plutôt son amour à la France et aux Français, combattant pour la liberté, André Berkoff. Eh bien, ils ont été des modèles pour les autres peuples du monde entier. Notre pays, effectivement, a inspiré le monde. Dimitri Casali, bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio jusqu'à 14h. Alors, vous publiez un livre bouleversant qui m'a bouleversé. J'ai redécouvert notre histoire. Ce livre s'intitule « Les 100 dates de l'histoire de France qui ont fait le monde ». Il est paru chez Plon. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire aujourd'hui ? C'est l'ignorance des Français de cette magnifique histoire. Si chaque Français connaissait tout ce que la France a accompli, je pense qu'on pourrait affronter l'avenir, on pourrait affronter le futur d'une manière beaucoup plus sereine et plus courageuse aujourd'hui, parce qu'on voit bien que la lâcheté conduit toujours au désastre. C'est vrai. Et oui, alors commençons par une date symbolique de notre histoire, c'est 1889. Alors cette date, c'est le centenaire de la Révolution française, mais c'est aussi l'apogée de l'assimilation à la française. Oui, parce que dans ce livre, dans lequel je montre tout ce que la France a apporté au monde, il y a bien sûr, d'une part, la patrie des droits de l'homme, et après, on verra effectivement le pays des arts et des lettres. Et la patrie des droits de l'homme est née justement grâce à cet universalisme, cette volonté de diffuser tout ce que la Révolution française a créé, cette volonté, tout homme tous les hommes naissent égaux en droit, sans distinction de race ni de religion, et cette volonté de communiquer ce qu'a créé la France au monde entier nous vaut aujourd'hui bien des problèmes, parce que le modèle d'intégration français est basé
sur ce principe d'assimilation, c'est-à-dire que chaque Français, chaque émigré peut devenir français à condition qu'il le souhaite réellement, qu'il ait la volonté de s'intégrer. S'il n'a pas vraiment cette volonté, ça ne marche pas. Et c'est quoi s'intégrer? C'est épouser. C'est la phrase de Charpak, le prix Nobel, hein, ce juif de l'Europe de l'Est. Prix Nobel de physique, oui. Qui est devenu prix Nobel de physique, un des meilleurs représentants de la France, qui disait je tiens à rendre hommage à tous mes instituteurs qui ont su m'intégrer dans la société française et ainsi me faire épouser les modes de vie de la France, parce que ce sont les modes de vie que les Français, que mes parents avaient choisis et qu'ils pensaient que c'était le meilleur. Et vous savez qui a dit ça magnifiquement et une fois pour toutes, c'est Romain Gary, quand il a dit je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France tout entière qui coule dans mes veines. Tout est dit. Tout est dit. Si vous avez le goût de la France, que vous veniez de Poméranie occidentale ou du sud de l'Afrique ou du Maghreb, voilà. Il faut cette volonté, c'est la définition d'Ernest Renan, une volonté de vivre ensemble, le fameux vivre ensemble, ça vient du discours d'Ernest Renan, et surtout d'épouser cette histoire, cette fameuse histoire que je raconte dans ce livre, que non seulement les Français de souche ignorent, mais bien sûr tous les immigrés, bien sûr, puisque cette histoire est pratiquement maudite aujourd'hui. Et oui, puis vous rappelez surtout que le droit du sol, c'est une spécificité française qui remonte à 1515, c'est ça? Par exemple, j'ai été moi-même époustouflé par tout ce que la France avait créé, le droit du sol, donc spécificité française dès 1515, la même date que Marignan. Incroyable, incroyable, c'est le Parlement de Paris qui a reconnu que tout enfant d'étranger devenait français dès qu'il était né sur le sol français. Et c'est extra. Moi j'ai découvert ça, c'est incroyable, quoi. Alors après, il y a une éclipse, pour être exact. Il y a une éclipse de 1804 à 1889. À cause de mon idole Napoléon, effectivement, qu'il a supprimé pour revenir au droit du sang, parce que le droit du sang, donc jusqu'en 1889, et le droit du sang est la norme mondiale, internationale, dans tous les pays. Non mais attendez, de 1515 à 1804, ça a régné le droit du sol. C'était le droit du sol, absolument. Oui, mais c'est énorme, déjà. Absolument. Ouais. Et donc, effectivement, ce principe d'assimilation à la française est fondamental, puisqu'il est basé sur ses idéaux, sur les Lumières, sur effectivement d'épouser toute cette richesse française, sur la langue. Mais la langue française a vraiment le sens de l'intégration. C'est par la langue que l'on devient français, la pratique de la langue. Donc, c'est vrai qu'il faut... Oui, parce que la langue française, effectivement, vous consacrez un chapitre très intéressant sur ce sujet. Elle a été un formidable instrument d'intégration dès 1539. Voilà, encore une fois, une volonté royale. On voit de François Ier, édit de Villers-Cotterêts, bien sûr. Et il a imposé l'obligation de parler français. C'est vraiment François Ier. Et puis c'était une obligation impérative. C'était, si on ne parlait pas français, on allait en prison. Donc voilà ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Alors effectivement, autre pilier de notre culture et de notre histoire, bien la laïcité. L'édit de Nantes en 1598, c'est les prémices de cette laïcité. Ce qui est fascinant, c'est ça, encore une fois, on voit que toutes nos valeurs, tous nos repères datent vraiment sans racines dans le 1515, 1538, il y avait déjà 1598, Henri IV et l'édit de Nantes, bien sûr. Alors c'était quoi? Alors qu'est-ce qu'il a fait, Henri IV? C'est la première fois qu'un État moderne de ce nom, on parle des temps modernes à cette époque, réalise en fait une manière qui permet pacifiquement à deux communautés religieuses de vivre ensemble, les catholiques et les protestants, à la suite de, il faut dire, on avait traversé 40 ans de guerre de religion, le massacre de la Saint-Barthélemy et tout ça. Terrible. Et donc, en fait, Henri IV a cette idée géniale de neutralité, religieuse, liberté de culte, bien sûr. Chacun a la liberté de pratiquer la religion de son choix, à condition qu'il reste discret. Et surtout, le serviteur de l'État doit respecter ces normes de l'édit de Nantes, donc en prêtant serment à l'État et non plus à la religion. Et ça, c'est une grande première en Europe et dans le monde. C'est une rupture. C'est une rupture. Et les Français se caractérisent en ce sens, parce que c'est le premier peuple à se libérer de l'emprise à la fois politique et surtout religieuse. Oui. Aujourd'hui, peu de pays sont laïcs.
Oui, la laïcité, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Il faut quand même la préserver et la protéger parce qu'elle est attaquée de toutes parts. On le voit chaque jour. Mais aujourd'hui, il reste plus comme pays, puisque le Japon, l'Inde, par exemple, je ne savais pas. Et Le Sénégal. Le Sénégal, encore, grâce à Léopold Sédar Senghor en particulier, qui est très présent dans mon livre. Et enfin, on voit que des pays comme la Turquie, qui était, grâce à Mustafa Kemal Atatürk, laïque dès 1930. À l'époque. Aujourd'hui, sont en pleine régression. On voit que la laïcité est attaquée de toutes parts. On le voit aussi au Nigeria, par exemple, qui était au départ un État laïque. Et maintenant, il y a une régression totale face à la montée de l'islam en particulier. Ah oui. Alors revenons au 19e, notamment en 1880. Les Français sont en quête donc d'universalisme. C'est une ambition lourde de conséquences, Dimitri Casali. Et oui, parce qu'en fait, c'est cette volonté de diffuser les droits de l'homme, l'égalité, sans distinction de race ni de religion, eh bien, c'est une telle nouveauté que le monde entier ne l'accepte pas ou l'accepte très mal. Et en partie, on le voit toujours aujourd'hui, que ce soit en Chine, où les droits de l'homme, on s'en fout. Mais même, pardon, Dimitri Casali, c'est intéressant que vous rappeliez ça, parce qu'aujourd'hui, c'est même très critiqué, en disant que la France n'avait pas à convertir tout le monde à l'universalisme, et que les nations ont leur propre culture, et vous n'avez pas à imposer votre culture universelle. Et oui, et cet universalisme se retrouve dans le colonialisme français, bien sûr, parce qu'il y avait cette mission civilisatrice de la France, et je dis dans ce livre, je explique, ça me vaut déjà beaucoup d'ennemis, que ce n'était pas un mythe, non seulement on a fait l'effort, justement, alors l'effort pas toujours réussi, ça c'est vrai. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. Par exemple, en Algérie, on a attendu 46 pour que les Algériens aient les mêmes droits que. Mais on l'a fait quand même. On n'a pas été toujours très clair là-dedans. C'est le moins que l'on puisse dire. Parce que les gouvernements français pensaient que les peuples soumis n'étaient pas prêts. En revanche, toute l'œuvre sanitaire, scolaire, infrastructure et tout, c'est colossal ce que la France a réalisé par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Espagne, aux Portugais, aux Hollandais. On voit vraiment les Anglais s'embarrassaient pas de la bienveillance. Ils étaient parce qu'il faut le dire, le concept effectivement de la France universaliste et progressiste est à l'opposé de la vision anglo-saxonne, c'est ça. C'est deux mondes qui s'opposent aujourd'hui. On le voit très bien avec le voyage d'Emmanuel Macron aux États-Unis. C'est à la fois ce modèle unique français, spécifique, universaliste qui reste, et le modèle anglo-saxon, multiculturel, ça c'est bien, il faut le dire, et basé sur la diversité. Moi je pense qu'on peut encore protéger notre modèle si on se bat vraiment, si on le protège, et malheureusement on voit très bien que chaque jour ce n'est pas le cas. Et oui. Quelle est l'origine de cet universalisme français ? Voilà, c'est une très bonne question, parce qu'une fois encore, on remonte aux origines de la France, c'est-à-dire au christianisme, qui est à l'origine à la fois de l'universalisme. Un peu de Rome et d'Athènes aussi, quand même, non ? Oui, mais c'est vrai que les souverains français l'ont très rapidement mis en pratique avec Saint-Louis, bien sûr, qui est le premier, l'ouverture sur le monde. Il envoie des ambassadeurs en Chine et tout ça. Et surtout, il débarque. Saint-Louis, c'est l'empereur, c'est le roi africain, si on peut dire, puisque non seulement il a été 2 fois en Afrique, mais ensuite en Terre Sainte. En terre promise, et là il y a cette charte, cet édit où il devient effectivement, il octroie sa protection à tous les chrétiens d'Orient, et ensuite que ce soit François Ier, Louis XIV, Napoléon III en 1860, chaque chef d'État français va rester le protecteur des chrétiens d'Orient. Et quand on voit ce qui se passe depuis 20 ans, on voit bien que les Français, les dirigeants ont capitulé. Et oui, les chrétiens d'Orient ont été persécutés tout au long de l'histoire. C'est terrifiant, André Berkoff. Et surtout depuis 20 ans, puisqu'en 20 ans, regardez ce qui s'est passé rien qu'en Irak, où ils sont passés de plus d'1 million à moins de 150 000 et aujourd'hui. C'est vrai en Syrie, en Égypte, même au Liban, où pourtant ils sont encore assez nombreux, mais même au Liban. Même au Liban,
effectivement, c'est plus ça. voilà, parce qu'il Eh faut oui. faire comme Napoléon III, hop, envoyer 6 000 hommes pour protéger les chrétiens des massacres. Et là, c'est plus ça compliqué rigole plus. aujourd'hui. C'est plus Et compliqué, oui, effectivement, Dimitri vous le Casali. racontez que Napoléon III, il a lancé la première mission humanitaire de notre ère. Oui, C'est ça, par ouais. exemple, et vous verrez dans ce livre, il est merveilleux. Il y a que des choses où on voit que la France a innové dans tous les domaines. Eh oui. Alors, autre date importante de l'apogée française, c'est le 19 octobre 1883, Dimitri Casali. La France devient le premier pays au monde à nommer un capitaine noir. Eh oui, ça on l'oublie. L'intégration passe aussi par l'armée. Et l'armée, j'en parle beaucoup dans ce livre, on voit bien que l'armée française était constitutive de la nation française et de l'avoir trop négligée depuis 1991, justement, c'est un grand malheur pour la France parce que l'armée française était l'instrument de la puissance internationale. Aujourd'hui, on n'a plus que 155 000 hommes dans l'armée de terre. Vous vous rendez compte, Napoléon, il pouvait envoyer 5 armées comme aujourd'hui. Eh oui. Et donc, effectivement, elle était intégratrice, puisque le premier capitaine noir, j'en parle, avec ce Mustapha Qui Racine. Mamadou Racine, ouais, effectivement. Racontez l'histoire, Eh ben, Dimitri, parce alors, que c'est... enfin, déjà, ça vient encore une fois de Napoléon III, puisque le Napoléon III crée Et lui l'unité vient d'où, le Mustapha des tirailleurs sénégalais. Mamadou Racine. Et grâce Ouais. à ces tirailleurs sénégalais, Mamadou Racine s'était engagé dans l'armée française. Il est rentré bien sûr par la petite porte, mais ses supérieurs, voilà, les officiers français de l'époque déjà étaient extrêmement humanistes, ont remarqué ses capacités hors normes, et grâce à la méritocratie de l'armée française, Déjà, il a ouais. pu passer les concours et devenir capitaine de l'armée française. C'est magnifique, dès 1883. Alors, encore une fois, les maudits Anglais ont attendu 1953 pour nommer un noir sergent-chef, et quand on sait qui était ce noir, on est un peu déçu. Et oui, Amin Dada. Le dictateur, l'horrible dictateur, il dit Amin Dada. Eh oui. Alors la France est devenue une terre d'élection pour les Noirs, notamment les Afro-Américains. C'était dès 1918. Les Afro-Américains. Et oui, tous ceux qui étaient persécutés, qui subissaient la ségrégation raciale aux États-Unis. Et dès 1914, en France, eh bien, le premier député africain fait son entrée à la Chambre. Donc des députés, Dimitri Casali. Eh oui, Blaise Diané est le premier député noir à entrer à l'Assemblée nationale en 1914, et il va si bien s'intégrer, si bien s'assimiler qu'il va devenir le premier ministre noir dès 1931. Alors que, encore une fois, aux États-Unis, il a fallu attendre 1966 pour qu'un sénateur soit noir. Et en Angleterre, il a fallu attendre 2002 pour avoir un ministre africain. Vous vous rendez compte? Et ça, quand j'entends parfois Virginie Despentes et tout dire il n'y a jamais eu de ministre africain, mais on croit rêver quand on écoute l'actualité ou quand on regarde le journal de France 2 le soir, on n'entend que des bêtises. Donc on peut dire que le racisme systémique de l'État français serait un mythe, Dimitri Casali? Ah oui, ça c'est Assa Traoré, Rokhaya Diallo, notre ministre de l'Éducation nationale. Vous vous rendez compte? Le ministre de l'Éducation, Pape Diaye, promeut cette idée complètement fausse, hallucinante, qu'il existe un racisme systémique dans l'État français, dans l'histoire de l'État français depuis toujours. Ce qui est totalement faux, c'est une hérésie. Ouais. Et c'est une hérésie qui plaît apparemment, puisque on nomme même des ministres qui peuvent dire ça, quoi, sans problème et sans se faire rappeler à l'ordre. Et oui, alors revenons à Blaise, effectivement, Diané, qui était donc un ardent défenseur, lui, de la France africaine, comme le sera effectivement Léopold Sédar Senghor. Il est le symbole de l'universalisme français, lui. Ah non, mais c'est magnifique, ce Léopold Sédar Senghor, il apparaît 3 fois dans mon livre, j'ai voulu le mettre en valeur, parce que non seulement il est l'antithèse de notre ministre de l'Éducation nationale d'aujourd'hui. Et quel grand poète, faut l'appeler. Alors, immense poète. C'est un homme extraordinaire. Père de la francophonie, il faut le rappeler. Donc un immense poète, inventeur aussi de la négritude, du principe de la négritude, mais tout en voulant allier justement la richesse de la langue française, puisqu'il faisait partie de l'Académie française. Vous vous rendez compte le niveau de ce Léopold Sédar Senghor, mais surtout il
réfléchissait, il pensait, il voulait faire épouser la France et l'Afrique dans une espèce de Commonwealth à la française. Voilà ce qu'on aurait dû faire. Encore une fois, les Anglais nous ont toujours piqué nos meilleures idées. Et effectivement, J'aime bien. Il n'est pas du tout nationaliste, Dimitri Casali. J'aime beaucoup ça. Non, vous avez raison. En fait, tout est là, on a eu des formidables penseurs, mais on ne sait jamais soit leur donner leur chance, soit exploiter leurs idées. C'est le sens de ce livre, on le voit maintes et maintes fois. Eh oui, en tout cas, Léopold Sédar Senghor, on l'a dit, père de la francophonie. Il disait la francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre. Et bien aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron est en Louisiane, donc pour célébrer cette francophonie. On va en reparler dans un instant sur Sud Radio. Par qui et comment effectivement la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, comment ces villes ont été découvertes par des Français, comment la France est-elle devenue la capitale mondiale des arts et des lettres, et ce dès le 17e. Eh bien on vous raconte tout dans un instant sur Sud Radio avec Dimitri Casali. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Eh oui, Joséphine Baker sur Sud Radio, elle a été l'ambassadrice du chic et de l'esprit français à travers le monde pendant 50 ans. Quand elle arrive à Paris en 1925, la ville lumière est déjà la capitale mondiale des arts et des lettres. Mais la France l'est déjà depuis 1643, Dimitri Casali. C'est ce que vous racontez dans un livre passionnant que vous venez de publier donc chez Plomb et qui s'intitule 100 dates de l'histoire de France qui ont fait le monde. Alors 1643, c'est le début du règne de Louis XIV. D'emblée, il a des ambitions planétaires. Oui, c'est l'universel. Il inaugure le règne de l'aventure universelle de la France. C'est vraiment lui qui va mettre les moyens pour être présent partout, sur tous les continents et dans tous les domaines. Donc bon, en militaire, on va pas en parler, mais surtout artistique, des arts et des lettres, puisqu'aujourd'hui, le rayonnement de la France est surtout dans ce domaine toujours conséquent. On pense à l'industrie du luxe en particulier, puisque c'est lui et Colbert. L'artisanat de luxe et tout ça. Voilà, qui en 1669 décide, grâce à un édit, de créer toutes les manufactures des Gobelins, de Saint-Gobain, et ça m'amuse de voir que avec le président Macron, le PDG de Saint-Gobain est aux États-Unis et va investir là-bas 5 milliards d'euros. Et bien sûr, la mode, la haute couture, tous les domaines sont toujours le fleuron de l'industrie française, au même titre juste devant, il n'y a que l'aéronautique qui dépasse le luxe français et LVMH en est le digne représentant. Et oui, à l'époque de Louis XIV, l'art de vivre à la française est copié un peu partout dans tous les pays, Dimitri Casali. Donc non seulement d'abord l'architecture, Versailles, 28 copies à travers toute l'Europe, que ce soit Peterhof en Russie, 28 copies. Voilà, Schönbrunn en Autriche, c'est dans tous les pays qui copient Versailles. Et aujourd'hui encore, c'est amusant de savoir que des milliardaires chinois, le roi du poulet là chinois, s'est fait bâtir une copie conforme du château de Versailles, un peu réduite, mais quand même. Est-ce que c'est le temps, Dimitri Casali, où déjà, ou pas encore, corrigez-moi si je me trompe, où les cours d'Europe ont parlé français d'abord? Et oui, non seulement... C'est ça qui est extraordinaire. Tout le monde parle, comme aujourd'hui, tout le monde parle anglish ou globish, là, tout le monde parlait français. Et oui, depuis 1648, la langue universelle de Westphalie, le français est la langue des négociations diplomatiques. Elle va le rester jusqu'en 1919. C'était vraiment la première langue universelle. Et bien sûr, Louis XIV, en mettant les moyens pour avoir la langue de Molière, des gratifications pour Molière, Boileau, La Fontaine, va entretenir Corneille-Racine, la grandeur de la littérature française. Mais j'en parle, regardez, Molière, j'ai toute une date sur lui. Encore une fois, depuis 20 ans, Molière qui était joué dans le monde entier, depuis 20 ans, il n'est plus joué ni dans les pays du Maghreb, ni en Asie. On s'aperçoit malheureusement qu'il y a un déclin du français, de la langue depuis 20 ans, et c'est dramatique. Alors que je me souviens, juste un mot, je dis à vous, Céline, et à vous, Dimitri, c'est que moi, quand j'ai commencé à l'Express, et puis qui corrigeait
qui corrigeait la copie des journalistes français de l'Express. Autant l'Express était un grand hebdomadaire avec François Giroud, Georges Chamer. C'était un Égyptien, un Bien poète sûr. égyptien, Georges Hénen, et un autre, Bruno Fari, qui corrigeait le point. Pour vous dire, l'amour et la connaissance et le talent de langue française en Égypte, au Moyen-Orient ou ailleurs. Bien Il y avait sûr, de très grands écrivains. bien sûr, et tous voilà. les grands auteurs, Pouchkine en particulier, écrivaient en français. Et donc c'est cette langue qui est le véhicule de la culture française qui est vraiment en danger aujourd'hui. Alors voilà, on peut en parler. 1683, c'est la découverte de la Louisiane, Ouais. la Louisiane qui s'appelle la Louisiane au nom de Louis Louis. XIV. Eh oui. Encore Bien une sûr. fois, sinon elle s'appellerait pas ainsi. Et oui, la Louisiane, il faut le rappeler, elle a été découverte donc par un Français, effectivement, c'était en 1682, René Robert Cavalier de la Salle. Cette expédition, c'est une sacrée aventure humaine. Hein. Oui, c'est ça qui est fabuleux, c'est que les Français, avec très très peu de moyens, par rapport aux Anglais déjà, aux Espagnols, vont coloniser 1/5 des États-Unis d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que des Grands Lacs jusqu'au au golfe du Mexique, des Appalaches et jusqu'au Wyoming, puisque les frères La Vérendrye vont découvrir les Rocheuses en 1729, c'était français. C'est-à-dire qu'avec très peu de moyens et surtout une volonté d'alliance avec les tribus indiennes, promue dès Colbert avait fait paraître un édit, tenez-vous bien, qui permettait les mariages interraciaux. Alors qu'on veut déboulonner sa statue alors que les l'Assemblée. les Anglais interdisaient formellement les mariages C'est Colbert qui a promu les mariages interraciaux. Voilà, dans toute l'Amérique du Nord. Et surtout, il interdisait toute violence envers les peuples indiens. Et quand les Indiens, toute cette région est devenue britannique, on a eu des lettres, on a retrouvé des lettres de chefs indiens qui pleuraient et qui regrettaient et qui attendaient le retour du roi de France. Vous vous rendez compte? Ils étaient nostalgiques de cette période. Et ça, voilà ce qu'on devrait apprendre à nos enfants dans toutes les écoles, tous les jours, au lieu d'apprendre ce racisme systémique, cet esclavagisme. Moi, je suis scandalisé quand je découvre ça. Ça correspond pas du tout à la réalité parce qu'on plaque l'histoire des États-Unis sur la nôtre et ce n'est pas la même. Ah oui, alors, on l'a dit aujourd'hui, Emmanuel Macron, effectivement, est à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, c'est le duc d'Orléans qui a donné son nom à cette ville. 1718, effectivement, dans la lignée de Cavalier de la Salle, Pierre d'Iberville le moine d'Iberville fonde la Nouvelle-Orléans, qui va se développer d'une manière magnifique. C'est une ville splendide, avec le carré français, avec les rues, l'architecture française, et elle va le rester jusque, malheureusement, en 1803, encore une fois, c'est mon idole qui a vendu la Louisiane. Il en a fait des bêtises. Il a fait des conneries. Il en a fait des conneries. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Il était en plein dans le camp de Boulogne. Il était en phase d'envahissement de la Grande-Bretagne. Donc, pour lui, la Louisiane était le cadet de ses soucis. Mais c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, le français qui était la seconde langue officielle de la Louisiane, où il y avait pratiquement 1 million de locuteurs louisianais qui parlaient français, et ben, comme on a tout laissé tomber depuis le dernier voyage de Giscard d'Estaing en 75, parce que jusqu'en 75, le français était extrêmement parlé. Comme au Canada, les petits arpents de neige, rappelez-vous. Mais au Canada, j'en parle aussi. C'est une catastrophe. Au lieu de notre président est en Louisiane, certes, il va essayer de se créer une école pour redorer le blason de la langue française, mais n'oublions jamais que c'est lui qui a dit qu'il n'y avait pas de culture française et qu'il n'y avait pas d'art français. Et que nous devions déconstruire l'histoire de France. Il a dit à un média, à CBS, rendez compte. Donc là, il réalise enfin tout ce que notre histoire et notre culture. C'est son côté proche de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau déconstruit son mari. Emmanuel veut déconstruire l'histoire. Voilà, et c'est bien dommage qu'il découvre tout ça 6 ans après. Pourquoi? Parce qu'il est le pur produit de l'éducation nationale française qui, depuis 30 ans, déconstruit notre histoire sur la base de la lecture
culpabilisante et repentante. Voilà, ça donne Emmanuel Macron. Oui. Et aujourd'hui, en Louisiane, il reste à peu près 250 000 francophones. Oui, donc tout n'est pas perdu. Ouais. C'est bien, son action est positive, mais maintenant, il faut qu'il aille tout de suite au Canada, puisque son ami Trudeau est en train de détruire, je dis bien de détruire la langue française au Canada, hein, où il y a moins de 3% de Canadiens qui parlent le français, alors que... Y compris au Québec. Il y a le Québec. Même le Québec qui est en train d'être pris dans un étau et qui résiste de moins en moins. Donc vous voyez, il y a vraiment du travail, c'est-à-dire qu'il faut mettre le paquet sur le soft power français. Quand on a une histoire comme la nôtre, il faut faire des films dignes de notre cinéma et non pas des films repentants à longueur de journée, voilà, qui chantent les louanges de notre art, de la gloire et de notre armée française. Mais ce qui est étonnant dans tout cela, et quand on lit votre livre, vraiment, on se dit, bon, il y a quand même eu cette espèce de génie à travers les siècles. C'est un génie. Alors, il ne s'agit pas de dire cocorico, c'est pas le problème. C'est incontestable. Mais le cocorico ne doit pas se transformer en cocoriquac. et ce qui est complètement étonnant, c'est que justement, d'où vient, à votre avis, Dimitri Kazali, cette espèce d'esprit de repentance, de allez, il faut que je me frappe, il faut que je autoflagellation, voilà. Etc., etc. Nos élites ont honte de la France. Nos élites ont honte de la France. Ils ont, c'est quand même étonnant. Ils ont été formés par la France. Depuis 25 ans, 1997, dissolution de l'Assemblée par Chirac, nos élites ont honte de la France et surtout, ils ont réussi à faire aimer aux Français tout ce qu'ils détestaient et à détester tout ce qu'ils aimaient. La laïcité en danger, l'égalité homme-femme, on va en parler, c'est une belle transition, en danger plus que jamais, la liberté d'expression, regardez ce qu'elle est devenue, le symbole de la France, en danger. Voilà ce qu'ont réalisé nos élites françaises depuis 1997 en particulier. Ouais. On va en parler peut-être... Effectivement, on va en parler dans un instant sur Sud Radio. Effectivement, la France, pays des libertés, pays de la liberté de la femme. Comment les Françaises sont-elles devenues en 1749 les pionnières de l'égalité des sexes? Eh bien, on vous dit tout dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Marie-Antoinette est reine de France. Teint de porcelaine, cheveux blancs cendrés, des yeux bleus magnifiques. Quelle grâce quand elle marche avec majesté. Qui chante là? C'est qui? Dimitri Kazali, c'est Marie-Antoinette, éternelle rebelle, que vous mettez en scène dans votre opéra rock sur l'histoire de France, Dimitri Kazali. Eh oui, tout à fait. Il est à la fois Ernest Lavis et Patrick Bruel, tu vois. Non, mais elle est sublime, cette chanson. Pour enseigner, pour transmettre, il y a toujours cette volonté, même dans mes livres, de transmettre notre histoire au plus grand nombre, et en particulier aux jeunes. Donc j'ai écrit cet opéra rock, Historock, l'histoire de France, que je donne dans toutes les grandes villes. Et c'est vrai que ça marche du feu de Dieu. Eh oui. Alors Marie-Antoinette. Oui, Marie-Antoinette, j'ai découvert que c'était sa couturière qui a été la pionnière de la haute couture française au 18e. Et oui, Rose Bertin, donc ça participe encore une fois à cette mise en place de toute l'industrie du luxe, que ce soit la mode, la haute couture, mais après la manufacture de Sèvres, avec Madame de Pompadour, avec tout ce qui va faire la gloire artistique de la France, et surtout aussi, juste un mot, sur la gastronomie, l'art de la gastronomie va devenir et les vins, patrimoine de l'humanité grâce justement au XVIIIe siècle, la cuisine française s'exporte jusqu'à Auguste Escoffier, voilà, mais on va pas, c'est un autre sujet. Restons sur les femmes. Oui, parlons de la France qui a été en fait un pays précurseur dans la naissance du féminisme, Dimitri Kazali. Oui, encore une fois, c'est un fait complètement occulté. Que j'ai découvert en travaillant, c'est que non seulement la France est le pays qui a inventé la courtoisie, dès 1230, c'est en France que naît la courtoisie grâce à des femmes comme Aliénor d'Aquitaine, Blanche de Castille, Héloïse d'Abélard et Héloïse, effectivement, mais c'est la première fois que la femme est mise sur un piédestal
hein, vous voyez, c'est Oui, les troubadours, l'amour courtois. L'amour courtois, donc courtoisie, née en France à cette époque-là, et à travers le roman de La Rose en particulier, de Guillaume de Loris, hein, qui exprime cette volonté de déifier la femme. C'est en France, encore une fois, que ça se passe en premier, c'est pas dans les sociétés asiatiques, musulmanes encore moins, ni inca ou aztèques. Et ça, je tenais à le rappeler, parce que ça va donner justement un lent mouvement. On voit très bien Christine de Pisan est la première femme au XIVe siècle à vivre de ses œuvres. Et bien sûr, 1429, c'est Jeanne d'Arc qui commande l'armée royale. C'est en France que ça se passe. Et elle démontre que la femme est en rien inférieure à l'homme. Et la femme est une grande guerrière. Et c'est en France aussi que va naître le premier mouvement féministe dans un salon littéraire. C'était en 1608. Et le mouvement féminisme naît réellement en France en 1608 avec les salons littéraires de la marquise de Rambouillet en particulier, qui vont revendiquer pour la première fois l'égalité homme-femme pendant tout le XVIIe et bien sûr dans le XVIIIe. 2 siècles avant la Révolution. 2 siècles avant la Révolution. Et on le voit très bien dans des œuvres majeures comme La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, 1678, qui est vraiment une œuvre brûlot et de combat contre le patriarcat, et elle réclame l'égalité homme-femme, mais aussi l'accès à la connaissance, à la culture, à l'instruction. Et ça, c'est vrai que c'est une œuvre totalement subversive, il faut le dire. C'est l'invention d'une nouvelle sociabilité qui est vraiment fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Et tout ça, ça se met encore une fois en place en France. Un Anglais comme Horace Walpole, un visiteur anglais, arrive à Paris, il dit mais c'est pas possible. Il n'y a qu'à Paris que l'on voit les femmes prendre autant la parole. Et oui, c'est du pouvoir. Et elles n'ont pas peur d'attaquer les hommes, effectivement, c'est du jamais vu. Et oui, elles n'ont pas peur. Voilà, c'est ça. Surtout, elles attaquent Madame de Sévigné, toute la Madame du Défend, Louise Dupin. C'est des figures. Elles sont toutes belles. En plus, c'est extraordinaire. Il y a à la fois cette élégance, cette grandeur d'âme, mais aussi cette culture et cette volonté de s'émanciper, de se libérer de la chaîne du patriarcat et des hommes en particulier. Enfin, le patriarcat était encore très dominant. C'était. Accordez-le-moi, Dimitri Ghazali. Ah oui. C'était dur. Mais elles ont laissé leurs traces. Et oui, elles sont vraiment les pionnières de l'égalité des sexes, les Françaises. Voilà, tout à fait. Et malheureusement, la vérité. Tout va se gâcher, oui, avec Napoléon. Je veux dire, ça c'est vrai. C'est pourtant mon personnage préféré. D'ailleurs, je vois d'ailleurs, regardez. Et d'ailleurs, excusez-moi, donc, YouTube, quand même, effectivement. Il y a le badge. Oui, Napoléon III. Il va tout gâcher. Mais effectivement, c'est votre préféré. Là, effectivement, avec lui, il va y avoir un siècle de régression. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, code civil, le code Napoléon qui va être diffusé, qui est une date importante, 1804, puisqu'il va diffuser l'égalité et la liberté à tous les peuples. La moitié est encore opérationnel. Ah oui, c'est extraordinaire. Le code civil, le code Napoléon, jusqu'au Japon. Le Japon va s'inspirer du code civil. Mais malheureusement, justement, peut-être c'est pour ça qu'il est adopté par le monde entier, dans l'article au sujet de la condition féminine, article 213, il est dit « La femme doit obéissance à son mari ». Eh oui, en fait, il ancre l'infériorité effectivement du statut de la femme dans ce code. C'était le côté saoudien de Napoléon. Ou égyptien, parce qu'effectivement, il a tellement aimé sa campagne d'Égypte. Et malheureusement, la femme va régresser, va tomber dans une sorte de minorité qui va durer jusqu'en 45. 44, droit du vote. Droit de vote, et puis 65 pour l'émancipation financière. Et la contraception, 66. L'indépendance financière des femmes, c'est ça. Surtout, 66. Et donc, du coup, c'est vraiment un grand dommage parce qu'on aurait pu se lancer sur la courtoisie, Aliénor, jusqu'à Madame Geoffrin et la marquise de Rambouillet pour montrer tout ce que les femmes françaises avaient apporté à la lutte du féminisme. C'est important de le dire. Non, c'est vrai que c'est important de le dire, mais rappelez aussi justement ces féministes extraordinaires. C'était pas les féministes de salon, c'était les féministes de combat. Toute cette diversité. Alors parlons justement, Céline, maintenant au fond, en vous lisant Dimitri Ghazali, on se dit mais
avec tout ça, avec ces 100 dates, avec ces siècles et ces siècles, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors attendez, il faut pas non plus jeter le bébé France avec l'eau du bain. Il y a quand même beaucoup de choses qui marchent. Reste quand même la 6e puissance économique du monde. Elle est là. C'est pas la régression, mais en même temps, c'est vrai que l'influence à l'international a totalement régressé. A oui. régressé. Ouais. Alors, à votre avis, on va pas faire d'explications politiques, tout ça, mais qu'est-ce qui fait que ce prestige-là, cette espèce d'extraordinaire force de pensée, d'innovation conceptuelle, d'innovation, a régressé? C'est peut-être comme tous les empires, à un moment donné, l'empire, il s'écroule. Depuis quand on peut dire, André Berkoff? Les années 60 à peu près? Moi, je dis 1997, voilà, la dissolution de l'Assemblée. Chirac était quand le président Jacques Chirac a refusé de faire inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans la Constitution de l'Union européenne, c'est vraiment déjà, il faut rester. C'est 97, ça. Voilà, 90. Ça, ouais. Donc, effectivement, je pense que nos présidents, depuis cette date-là, n'ont pas été à la hauteur. Hein. Il faut, quand on voit, effectivement, la manière dont le général de Gaulle, Pompidou et même Mitterrand, dans un sens, étaient habités. Qui avait un sens de l'histoire. Étaient habités par l'histoire de France. Emmanuel Macron ne connaît pas son histoire. Hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Il ne connaît pas son histoire de France. Il la découvre. Regardez sur l'Algérie, il la découvre. Il change d'avis après 6 ans de. Et vous de vous doute. dites que c'est ça la date charnière. Enfin, puisqu'au niveau économique aussi, l'arrivée de Lionel Jospin a été. Vous la datez avant, vous, André? Non, moi je me demande. Enfin, on pourra en discuter, mais c'est intéressant. Est-ce que franchement, les 35 heures. Non, moi je dirais que la France n'a plus été en mesure d'être ce qu'elle était après 2 guerres, après 45. C'est-à-dire que l'Europe a été effectivement, faut aussi voir ça, c'est-à-dire que nous avons été démolis, pas seulement la France, mais tout le reste. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'Amérique est arrivée sur un terrain non pas miné, mais un terrain calciné. Et je crois que ça a beaucoup joué. Avant, il y avait quand même une France combattante, une France qui se répandait partout, qui exportait ses idées, qui allait partout. Exporter son commerce, son économie. Regardez, encore une fois, toute l'économie française, on parlait de luxe, LVMH, mais regardez la filière nucléaire. J'ai bien sûr Marie Curie, qui, 1903, prix Nobel, découvre la radioactivité. Et avec sa fille Irène Curie, elle va développer l'atome, les recherches sur l'atome. C'est des dates que vous Frédéric Julliot, le mari de sa femme, et ils fondent le commissariat à l'énergie atomique. En 1945, l'industrie nucléaire française va commencer à s'épanouir. Et c'est grâce à Mesmer et à De Gaulle que nous avons encore l'électricité aujourd'hui. Et regardez, donc depuis 20 ans, depuis 10 ans, on a fermé Fessenheim, on a perdu tout le savoir-faire. C'est une énergie extraordinaire. Et bien, tout ce qui caractérisait le génie français a été abandonné. Non seulement, donc, on n'a pas des présidents à la hauteur, qui sont omnibulés par le problème de l'écologie, de la cancel culture, de la repentance et du wokisme aujourd'hui, mais on est incapable d'affirmer nos valeurs et nos repères. Regardez, la méritocratie républicaine est en danger chaque jour avec la discrimination positive qui nous vient encore une fois des États-Unis, ces maudits États-Unis. Et aujourd'hui, on a de graves problèmes pour donner la chance à nos jeunes pour essayer de s'en sortir. Ils veulent tous partir à l'étranger. Oui. Mais selon vous, Dimitri Casali, alors comment la France de demain pourra retrouver sa grandeur? En capitalisant sur nos fondamentaux, revenons, restons solides, bien sûr, sur la liberté d'expression, la liberté de culte, la laïcité, mais la laïcité à la française, l'assimilation, l'intégration à la française. Alors, je ne dis pas que le droit du sol aujourd'hui, attention, comprenez-moi bien, regardez ce qui se passe à Mayotte et dans les dom-toms, peut-être qu'il faudrait même revenir au droit du sang. Ça, je n'ai pas été au bout de mon idée. Vous posez la question. Voilà, parce qu'à Mayotte, dans les dom-toms, c'est gravissime. Mais regardez, voilà, il faut rester solide sur les valeurs qui ont fait la France depuis 1500 ans, mais depuis exactement 800 ans pour être extrêmement précis. Oui, et là, je pense qu'on pourra exporter notre modèle parce que c'est le soft power français. Et j'ajouterais que même si on n'est plus au XVIe siècle, et on le sait, et que la France, effectivement, n'est plus ni un empire, ni seul au monde, et Dieu
Dieu sait si on le sait, mais il y a une partition à jouer, et cette partition, gardons-la, ne la noyons pas. C'est ça qui est le plus terrible. Ne nous laissons pas dans un exercice masochiste de dire tout ça n'existe plus. Bien sûr, mais regardez le soft power, je parlais du cinéma français, on est incapable de faire un film correct sur notre histoire, sur Louis XIV, sur les Valois. Regardez le feuilleton de Diane de Poitiers, c'était absolument misérable. Et alors que les Américains, c'était lamentable, alors que les Anglais avec la série Tudor et tout, exportent leur histoire, et nous on a la plus belle histoire au monde, et on est incapable parce que nos élites, nos dirigeants ont honte de cette histoire. Ils n'ont pas simplement honte, mais ils ne la connaissent pas. Et oui, et cette histoire de France, vous en avez fait un opéra rock, Dimitri Casali, un spectacle que l'on a vu avec André Berkoff, un très beau spectacle, Histo-Rock. Le DVD et le CD viennent de sortir. C'est ça. Voilà, c'est important. Il faut transmettre. Beau cadeau pour les fêtes. Il faut transmettre notre histoire et apprendre à nos élites, à nos dirigeants, ce que la France a réalisé à travers le monde. Dimitri Casali, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre sans date de l'histoire de France qui ont fait le monde est paru chez Plomb, et il fait une entrée fracassante dans les meilleures ventes. Alors, si vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël, n'hésitez pas, chers auditeurs de Sud Radio. Vous retrouvez tout de suite Brigitte Lahaie. Pourquoi avons-nous tant de mal à exprimer nos émotions? Réponse dans un instant avec la psychologue Ariane Calvo.